Monsieur le Premier ministre, bonjour, merci. Ce mardi 12 janvier, le Premier ministre Manuel Valls rend visite à une institution dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Fais la poignée de main. Merci. La 3e Assemblée de la République. Le Conseil économique, social et environnemental, dit CESE. Son nouveau président s'appelle Patrick Bernasconi, un ancien chef d'entreprise de 60 ans. J'aime beaucoup cette maison. C'est en plus joli. On se lance, on s'installe, oui. En tout cas, merci de venir. Non, merci. Vraiment, c'est un moment important pour nous. Le Premier ministre est très attendu dans cet hémicycle de 233 conseillers. Cette assemblée a un rôle purement consultatif. Ces experts doivent être saisis par le gouvernement, les députés et les sénateurs pour donner leur avis sur les projets de loi. En clair, c'est Manuel Valls qui peut leur donner du travail. Et aujourd'hui, il promet de bien les utiliser. Le gouvernement est à vos côtés, sera à vos côtés. Cela implique d'abord que nous ayons plus nous-mêmes le réflexe de vous saisir pour avis. Nous devons aussi mieux valoriser le travail du CESE et nous appuyer en effet sur vos conclusions, surtout quand c'est nous qui vous saisissons. Les conseillers sont tout oui et devant eux, Manuel Valls fait une promesse. Nous écouterons vos propositions avec la plus grande attention. Je vous remercie. Seulement, en 2015, cette assemblée d'experts n'a été saisie que 2 fois par le gouvernement de Manuel Valls. Et cela fait 40 ans que c'est la même chanson. Les dirigeants passent, mais le message reste identique. Vous êtes sur le temps long. Il y a 3 ans déjà, le président François Hollande affirmait qu'il allait tenir compte des avis des conseillers. Vous contribuez donc à la représentation des forces vives de la nation et je suis attentif aux conclusions de vos rapports. Avant lui, en 2011, Nicolas Sarkozy leur jurait qu'il multiplierait les saisies. Le Premier ministre saisira officiellement votre institution dans les prochains jours. Ma façon de vous présenter mes vœux, c'est de vous souhaiter beaucoup de travail pour 2011. Ces travaux se nourrissent. C'est simple, que les chefs d'État soient de droite ou de gauche. En être fiers. Ils ont tous tenu pratiquement le même discours. Je ne doute pas que votre Assemblée ne contribue à éclairer par ses travaux la marche de la France vers l'efficacité, la justice et l'unité. Mais alors, à quoi sert vraiment cette Assemblée, qui coûte 38 millions d'euros par an aux contribuables? Les membres du CESE publient ce type de rapport, appelé des avis. Et ces experts ont une opinion sur tout. Les addictions, la filière automobile, la valorisation de la forêt française ou encore la révolution numérique. Des milliers de rapports rédigés depuis la naissance du Conseil économique en 1925. La 3e Assemblée de la République a été créée pour associer des personnalités de tous les horizons aux grandes décisions du pays. Syndicalistes, patrons, responsables d'associations ou artistes. Ces conseillers sont nommés par le gouvernement et les principales organisations sociales pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ils viennent de toute la France, y compris des dom-toms. On n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas nous qui faisons les lois, on n'est pas le Sénat, on est une autre assemblée consultative et on doit éclairer évidemment les décisions politiques. Mais le Conseil économique peine à trouver sa place. Ses travaux ne sont que très rarement exploités. Je suis un parlementaire extrêmement actif. On n'entend jamais parler des avis du Conseil économique, social et environnemental. Plus grave, l'institution est régulièrement pointée du doigt pour ses frais de fonctionnement. Un personnel jouissant de nombreux privilèges et des conseillers payés 3 000 € net par mois pour 4 jours de présence. Alors faut-il fermer le CESE ou le saisir plus souvent pour coller aux aspirations des Français qui veulent être plus associés à la vie publique?
plongé dans l'institution la plus décriée du pays. À 2 pas de la Tour Eiffel, dans le quartier le plus cossu de Paris, le 16e arrondissement, le palais d'Iéna n'a plus de secret pour Gilles Imbert. Ouais. Vas-y. Ce fonctionnaire, chef de la logistique, a 16 ans d'ancienneté au CESE. Et il apprécie son cadre de travail. Il connaît tous les bons plans des 25 000 m² de la maison. D'abord, juste en dessous de l'hémicycle, il y a comme une place de village. Un bureau de poste. La presse, le tabac. Acheter son journal, ses timbres ou récupérer son courrier. Il y a même un distributeur pour retirer de l'argent. Tous les services sont à portée de main. Et en plus au CESE, on sait joindre l'utile à l'agréable. Alors la buvette, à disposition des conseillers et des agents. La bonne surprise, c'est qu'ici, en plein 16e, tout coûte jusqu'à 4 fois moins cher qu'à l'extérieur. Le soda à 80 centimes. La coupe de champagne à 3 €. Le café, lui, est à seulement 60 centimes. Un café à 60 centimes, c'est agréable? Oui, mais on en prend beaucoup pour tenir le coup. Pensez à ça. Comment expliquer que ce soit si peu cher? C'est moins cher parce que ici, dans les boissons extérieures, le patron a des taxes à payer, les impôts, etc. Sa location, ici, vous ne l'avez pas, donc le prix, forcément, est moindre qu'à l'extérieur. Pas très loin, pour se restaurer, il y a la cafétéria, payante, contrairement à ce que pourraient croire certains conseillers, comme le rappeur Rost. J'ai oublié de payer mon plateau. C'est vrai ça? Oh là là, quel escroc, hein. Vous partiez sans payer? Ben voilà, écoutez, tant qu'à faire, hein. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Plus haut de gamme, le restaurant vu sur la Tour Eiffel à l'étage au-dessus, où l'ancien chef du Georges V et son maître d'hôtel vous propose une formule à prix imbattable dans le quartier. Pour 20,90 €, vous pourrez déguster un craquant d'escargot de Bourgogne, accompagné d'une tranche de gigot grillé et d'un dessert. Au dernier étage du palais, standing encore supérieur. Alors nous sommes ici dans l'appartement, mis à disposition du président, voilà, avec un accès direct de son bureau. L'appartement de fonction du président. Plus de 200 m², dans un style contemporain, offrant un autre angle imprenable sur la Tour Eiffel. Mais le comble, c'est que Patrick Bernasconi n'y passe que pour déjeuner. Alors il n'est pas occupé par le président. Voilà, c'est un appartement qui est plus là pour faire des réceptions, des déjeuners, des dîners. Mais bon, le président souhaiterait aménager un petit peu, remettre un peu plus de... Il souhaite mettre sa touche personnelle. Que ce soit un peu plus propre, voilà, avec du mobilier. Peut-être changer le mobilier, voir avec le mobilier national, voir si on peut éventuellement modifier la décoration. Voilà. Et une cuisine, comme dans tout appartement, voilà, mais qui ne sert pas. Et ce n'est pas fini. Gilles Imbert nous emmène au sous-sol, où se cache une salle de sport accessible à tous. Avec le coin machine, plus de 10 000 € de matériel. C'est plutôt agréable de faire son sport et d'être sur son lieu de travail. Voilà. Donc on fait son sport, on prend sa douche et après on prend son travail. C'est agréable. Outre la salle de musculation, le CESE propose tout un éventail de loisirs à un prix modique. 90 € en moyenne l'année. Très bien, merci beaucoup. Bonne journée. Et certains conseillers découvrent la bonne nouvelle dans leur courrier. Chorale, théâtre, dessin, body sculpting, gymnastique, yoga, musculation, tennis de table. Voilà. Ça vous tente? Dans un premier temps, j'y avais pas pensé. Heureusement que c'était dans le courrier, voilà. Ici, tout est fait donc pour donner envie aux conseillers de venir travailler. Quitte à vraiment leur faciliter la vie. Oh,
Bureau, où vous pouvez trouver l'agence des voyages. Effectivement, pour les déplacements, tous les déplacements des conseillers, pour qu'ils viennent donc assister à leurs réunions. Les frais de transport sont pris en charge par le CESE. Leurs déplacements, ils nous appellent, on reçoit des mails ou alors des fois des fax. Ces frais s'élèvent à 1 350 000 €, car tout est pensé pour le confort des conseillers. Ils voyagent en première classe s'ils prennent le train, en business s'ils prennent l'avion depuis les dom-toms. Les frais de certains peuvent atteindre jusqu'à 33 000 € par an. D'autres, en revanche, sont beaucoup moins dépensiers. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont de bons élèves. C'est l'une des critiques qui revient le plus souvent, l'absentéisme de certains conseillers. En effet, l'assiduité des membres du CESE est régulièrement épinglée. Dernier chiffre officiel, 30% de taux d'absentéisme aux grandes assemblées dans l'hémicycle. 41% même pour les réunions de travail en petit comité. Et même le jour de la venue du Premier ministre, l'absentéisme a quand même frappé. Comme le révèle cet échange entre deux conseillers. C'est Sandy qui l'apprend pour nous. T'étais là tout à l'heure? En réunion des PQ, t'étais là? C'était à quelle heure? À 11h45. Ah non, je me rappelle plus. Il y a une réunion à 11h45? Oui, comme toutes les plénières à réunion à 11h45. Il a fait le point grossesse sur la situation. Rien de spécial, non. Un manque d'implication de certains, qui fait tâche quand on sait que les conseillers touchent 3 000 € d'indemnité mensuelle. Et qui agace les meilleurs élèves de la classe. Ça va? Comme Alain Boucrin-Dubourg et Jean-Luc Benamias. On peut travailler plus ou moins au CESE. Moi, en 5 ans, j'ai été 3 fois rapporteur ou co-rapporteur. Un rapport et une saisine, ça représente 3 mois de boulot, où il faut faire des auditions, des écritures, un rendu, etc. C'est considérable. Vous n'êtes pas payé un centime de plus. Et vous le faites quand même. Alors c'est vrai qu'au CESE, il y en a qui bossent plus ou moins. Ça, on ne peut pas le nier. C'est tout. Présents ou pas, impliqués ou non, en tout cas, ces conseillers coûtent cher à la République, même quand leur mandat est terminé au bout de 5 ans et qu'ils ont quitté le CESE. Ils auront le droit, en plus de leur retraite, à une pension allant jusqu'à 866 € net par mois. Mais au Palais d'Iéna, il y a encore un dossier plus explosif. Le coût des 150 fonctionnaires chargés de faire tourner la maison. C'est la Cour des comptes qui, la première, a pointé les dépenses abusives liées à la gestion du personnel. Secrétaire, informaticien, chauffeur, huissier, employé de maintenance. Selon ce rapport de 2015, tous ces agents cumulent des avantages sans équivalent dans la fonction publique. En fait, ils travaillent moins que tous les autres fonctionnaires et sont pourtant payés plus. Salaire moyen des agents du CESE, 4 000 € net par mois. Stéphanie, on n'a pas diffusé encore le calendrier social. Depuis son arrivée il y a 2 ans, Nathalie Brickney, directrice des ressources humaines, est chargée de remettre de l'ordre dans cette situation. Je pense que tu auras fini la paye, donc... Il n'y a aucun problème. Un chantier prioritaire, car le salaire des fonctionnaires est ce qui coûte le plus cher au CESE. 1/3 du budget, 12,5 millions d'euros par an. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Pour entreprendre des réformes, Nathalie Brickney a marché sur des œufs. Car le Conseil, créé sous l'impulsion de la CGT dans les années 20, c'est un peu la maison des syndicats. Ça a un impact sur votre travail? Alors oui, effectivement, le fait de mener des réformes, d'accompagner le changement au CESE, plus qu'ailleurs, il fallait bien évidemment le faire dans le cadre du dialogue social. Le fruit de ces négociations et de son travail se trouve désormais dans un document qui fixe des règles du jeu pour les salaires ou les congés, valables uniquement pour les 150 fonctionnaires du CESE. Voilà.
Donc le référentiel de gestion des ressources humaines, c'est ça, c'est une base commune de référence de 70 pages dans lequel on rappelle toutes les règles de bonne gestion, qui sont les règles essentielles que vous retrouvez dans toute la fonction publique, mais c'est la base sur laquelle tous les agents, en toute transparence et en toute équité, sont gérés au CESE. Malgré ces efforts, ce nouveau règlement fait encore polémique. La Cour des comptes l'a épluché et dénonce d'abord un système de rémunération complexe, très favorable, qui existe depuis des années. Les présidents successifs du CESE ont en effet instauré une série de primes et d'indemnités. Une telle superposition de privilèges qu'il a fallu solliciter une avocate spécialiste de la fonction publique pour s'y retrouver. Dans le référentiel, maître Isabelle Béguin découvre des primes qui n'existent nulle part ailleurs. Il y a l'indemnité spéciale d'assemblée, la prime de fin d'année, la prime de rendement. Et ces primes, spécifiques au CESE, leur permettent de gonfler considérablement leur rémunération. Ainsi, alors qu'un fonctionnaire d'État traditionnel touche son salaire de base, plus en moyenne 26% de prime, un fonctionnaire du CESE touche le même salaire de base et en moyenne, non pas 26%, mais 122% de prime. Par exemple, calculé sur le plus bas salaire, un fonctionnaire d'État gagne 1 421 €. Un fonctionnaire CESE, plus de 2 500 €. Des primes qui font donc exploser le salaire minimum. Il est quand même assez exceptionnel d'avoir plus de primes que de traitements de base. C'est assez favorable pour les fonctionnaires du Conseil. Et ce n'est pas tout. Dans ce référentiel, la Cour des comptes pointe également un temps de travail inférieur à la durée légale. D'après la loi, les fonctionnaires doivent en effet effectuer 1607 heures par an. Le problème, c'est qu'au CESE, les agents sont dans l'impossibilité matérielle d'atteindre ce quota. Et cela, pour une raison toute simple, ils ont trop de congés, presque 3 mois. Au Conseil, les fonctionnaires n'ont pas 25 jours de congé, mais 54 jours. Ce qui est beaucoup. Bien sûr. C'est plus du double de ce qui est réglementairement prévu. Sur l'année, compte tenu du nombre de congés dont ils bénéficient, ils ne peuvent pas faire les 1607 heures. C'est pas possible mathématiquement. Nous avons interpellé le président du CESE, Patrick Bernasconi, sur ces privilèges des fonctionnaires. Selon lui, les agents qui travaillent au Palais d'Iéna n'ont pas le choix de leur emploi du temps car ils doivent être présents aux assemblées et ont donc droit à des compensations. Patrick Bernasconi a pris acte de l'héritage et ne compte pas visiblement révolutionner le système. Il y a des dispositions particulières qui ont fait l'objet de négociations par le passé. Je ne suis pas responsable non plus des négociations qu'on a eues dans le passé. Donc voilà, c'est un équilibre qui a été trouvé. C'est difficile de toucher à cet empilement d'avantages. Mais il faut le faire toujours avec l'adhésion des personnes. On construit les projets ensemble. Il ne faut pas faire les choses contre les gens. C'est pas possible, ça ne marche pas. On le voit bien, chaque fois qu'on braque les gens ailleurs, on voit bien ce que ça donne. Mais pour lui, la question de fond, ce n'est pas cette polémique autour de privilèges tant décriés. Son obsession, prouver au plus haut niveau de l'État l'efficacité de l'institution dont il a la charge. Et ici, c'est un salon d'attente, en fait, avec les portraits des présidents de la République. Pour l'aider à relancer le CESE, il compte sur le président actuel et son gouvernement. En fait, nous aider, c'est assez simple. Il suffit de nous saisir sur des sujets importants, des sujets d'actualité, et faire en sorte, après, évidemment, que ce qui est dit ici, les préconisations qui sont faites ici, puissent être reprises. Tu dis à Vincent que je suis revenu là. Mais le CESE est-il réellement efficace? À quoi sert-il vraiment? Paris-Gare de Lyon, TGV en provenance de Marseille. Vous avez fait bon voyage? Parfait, nickel. Jean-Luc Benamias est une figure de la politique. Ancien patron des Verts. Et voilà. Jusqu'en 2014, il était député européen. Mais aujourd'hui, il n'a plus de mandat.
Pour intégrer le CESE, ce proche de François Hollande a été choisi par le gouvernement, qui peut nommer 40 des 233 conseillers. Généralement, ils viennent 4 fois par mois. Jean-Luc Benamias, lui, très actif, se déplace jusqu'à 8 fois. Ah, on signe aussi au Parlement européen, alors qu'on a tous les badges. Ah oui. Tu signes aussi? Bonjour monsieur, quel est votre groupe? Benamias, moi. Numéro 175. C'est ça, à voter. Merci, Cette assemblée est devenue assez hétéroclite. Au fil des gouvernements, mais aussi selon les directions des syndicats, des organisations patronales, des associations, qui nomment elles aussi leurs conseillers. C'est chose qui arrive. C'est pris. C'est déjà pris là-bas? Là, je vais essayer, oui. Vous n'avez pas une place réservée? Ah non, non. Ici, les différents groupes ont des places réservées par groupe. Et le groupe de Jean-Luc Benamias, les personnalités choisies par le gouvernement, est sans aucun doute le plus étonnant. La navigatrice Isabelle Autissier, la championne du monde d'athlétisme Muriel Urtis, ou à droite de l'image, le réalisateur Régis Varnier. Tous voudraient ressembler à une star de l'hémicycle, un conseiller qui réussit à influencer la politique française. Jean Grosset est un vieux routier du CESE. Cet ancien syndicaliste proche du PS ne ménage pas ses efforts. À l'intérieur du carton, des exemplaires de son rapport pertinent sur les travailleurs détachés, c'est-à-dire les conditions de travail des étrangers embauchés en France, dans le BTP, la plomberie ou la cueillette des fruits. L'an dernier, c'est l'une des 2 questions dont le gouvernement a saisi l'Assemblée. Dans tous ces documents, vous avez une synthèse qui permet une lecture rapide. Et ensuite, vous avez le document complet de nos travaux. Depuis sa publication en septembre dernier, le document rencontre un certain succès. Il faut dire que Jean Grosset fait tout pour le faire connaître. Hors de question que les rapports prennent la poussière au Palais d'Iéna. Ah bien sûr, on peut, si vous voulez, faire des avis, qui peuvent être d'ailleurs très intelligents, vaut mieux qu'ils soient très intelligents. Et puis après, c'est une banque de données, les gens viennent la consulter s'ils le veulent. Vous pouvez aussi décider de militer un peu, quoi. Jean Grosset, le VRP du CESE. Ce soir, il va personnellement distribuer ses documents à la Maison de l'Europe où il doit prendre la parole. Bonjour. Il est invité car une conférence a lieu sur son sujet préféré. Vous apportez des documents du Conseil économique. Ah, très bien, merci beaucoup. Madame Deschamps est arrivée. Bon, je vous le laisse. Je vais tout de suite en sortir beaucoup. Bonsoir. En 4 mois, Jean Grosset a répandu ses rapports dans une 12aine de réunions publiques et des dizaines de rendez-vous avec des députés, des membres du gouvernement. Il est devenu l'expert incontournable de la question. Et dans ces petites recommandations que vous avez, la première recommandation, à travail égal, salaire égal, sur un même lieu de travail. Et cet activisme débridé de Jean Grosset porte ses fruits. Son rapport, vous allez le voir, n'est pas loin de la consécration. Aujourd'hui, le Palais d'Iéna reçoit une invitée de marque. La ministre du Travail, Myriam El Khomri. Président. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Les meilleurs vœux. Ça va vous faire la bise. Allez. Comme tous les politiques qui passent au CESE, elle promet plein de travail. C'est bien que alors vous allez avoir plein de saisines là. J'espère, j'espère. Non, c'est bien de venir nous voir en plus. On en a parlé sur le chemin. Normal. Il y a Jean qui nous rejoint. Monsieur Jean Grosset. On dirait de vieux amis. Comment tu vas? C'est normal, Jean Grosset et la ministre sont de la même famille politique. Exactement. Toujours un vrai sujet. Son rapport, Myriam El Khomri le connaît bien. Ce jour-là d'ailleurs, elle va faire, mine de rien, une annonce qui va plaire aux conseillers. Tu restes avec nous, voilà. Tu sais, suite au rapport du CESE sur le travail détaché, je réfléchis également, tu sais, sur la prestation. Elle va reprendre 2 des recommandations du CESE dans une future loi. Quand il n'y a pas eu de déclaration. Oui. Je réfléchis à pouvoir l'intégrer également dans ma loi, parce que ça me permettrait de... D'accord. On va voir le paquet mobilité qui va être présenté par la... Jean Grosset peut être fier. Seulement voilà,
Une ministre qui s'inspire ouvertement d'un rapport, ça reste exceptionnel ici. Et c'est bien tout le problème de cette institution. C'est ce que dénonce régulièrement la Cour des comptes. Par exemple, dans ce rapport sur l'année 2011, elle pointe le manque d'efficacité des travaux du Conseil, grâce à un indicateur de performance. Les propositions formulées dans les rapports du CESE n'ont été reprises que 4 fois dans des dispositifs législatifs ou réglementaires. 4 fois seulement, sur plus de 300 propositions faites la même année. Depuis, cet indicateur, pourtant éloquent, a été supprimé par les membres du CESE, qui le jugeaient trop caricatural. Ce débat sur l'inutilité du Conseil, cela fait très longtemps qu'il existe. 46 ans exactement. Et celui qui l'a initié n'est pas n'importe qui. Le général de Gaulle en personne. En 1969, contrairement à ses successeurs, il ne défendait pas l'institution. Nous avons un Conseil économique et social, mais on ne le consulte que sur ce qu'on veut bien lui soumettre. Il propose carrément la fermeture du Conseil. Il veut le fusionner avec le Sénat par souci d'économie. Pour le Sénat et pour le Conseil économique et social, il y a là un véritable gaspillage des valeurs et des compétences. Mais le général partira avant d'avoir mené cette réforme au bout. Et depuis cette époque, la remise en cause du CESE est une constante dans le débat politique français. À l'Assemblée nationale, le député de droite Hervé Mariton a décidé de repartir en guerre contre cette institution. Les hommes et les femmes qui le composent défendent, c'est une espèce de syndrome de Stockholm, défendent l'institution dans laquelle ils sont. Je connais des membres du CESE qui, avant d'y être nommés, disent qu'il faut le supprimer, et une fois qu'ils sont nommés, ne veulent plus le supprimer. Et donc c'est une proposition de loi que... En 2013, il a déposé un projet de loi pour supprimer purement et simplement le CESE. Un échec, mais depuis, il poursuit son combat. La réalité est là. Le Conseil économique et social n'a pas d'utilité dans le fonctionnement des institutions. Je suis un parlementaire extrêmement actif. On n'entend jamais parler des avis du Conseil économique, social et environnemental. Et au fond, je dis toujours que ce qui manque, ce sont des idées neuves, des pépites. Et on pourrait imaginer qu'un lieu de cette nature permette de découvrir des pépites, d'engendrer des idées nouvelles. Ça n'est pas le cas. Mais alors, pourquoi la majorité des rapports du CESE serait-elle dénuée d'intérêt ? Pour le comprendre, nous avons suivi l'élaboration d'un de ces textes avec un conseiller. Alors nous, on est là-haut, 145. Oui. Étienne Gagneron préside la section agriculture du CESE. Bonjour, vous allez bien ? Comme dans 8 cas sur 10, faute de commande officielle, le CESE s'est auto-saisi d'une question de société. Quels sont les problèmes des circuits de distribution alimentaire du producteur au consommateur ? L'ennui, c'est qu'ils sont une trentaine autour de la table avec des étiquettes difficilement conciliables. Étienne, lui, représente les agriculteurs, c'est sa profession. C'est des photos de ma ferme, c'est-à-dire des prairies, des vaches. Voilà, ça c'est mon vrai métier, ça. Avant tout, je suis agriculteur. J'ai une ferme avec de l'élevage à côté de Bourges, en bio depuis 18 ans. Des éleveurs, un pêcheur, des militants écologistes, la grande distribution, mais aussi un enseignant, un avocat ou un représentant des jeunes. Merci Gérard. J'ai Cécile qui demande la parole. Chacun a son avis sur la question et visiblement ça part un peu dans tous les sens. Je pense qu'il faut qu'on puisse traiter aussi les questions des transports, de l'impact environnemental des transports. On parle très peu quand même des salariés de tous ces secteurs. On ne sait pas ce qu'on va faire de ce poisson. Voilà un peu en gros le problématique de la pêche. La question spécifique de l'outre-mer, si on avait la possibilité de creuser un peu cette dimension-là. Moi, j'irais jusqu'à une recommandation qui interdirait la possibilité de se faire des spéculations
boursière sur les denrées alimentaires. Et moi je crois c'est le lieu ici où on pourrait vraiment s'exprimer fortement là-dessus, sur ce point. Merci. Une accumulation de prises de parole, une montagne de remarques et de suggestions. Toutes devront figurer au final dans le rapport. Oui, on a l'impression qu'il y a moult préconisations qui pourraient découler de toutes ces prises de parole. Alors, oui, après c'est la difficulté, c'est comment on arrive à synthétiser. Après, il faut aussi qu'on marche pas sur les plates-bandes des autres sections, qu'on marche pas sur les plates-bandes d'autres institutions. Il y a le Conseil national de l'alimentation qui travaille beaucoup sur les sujets alimentaires, qui a déjà fait des rapports, des choses comme ça. Donc il faut en permanence qu'on essaye de trouver la bonne frontière. Et cette usine à gaz, la plupart du temps, ce n'est même pas aux conseillers d'en faire la synthèse. La tâche revient à ce fonctionnaire de la maison, Philippe Blumenfeld. Cela fait 7 ans qu'il est chargé de rédiger les rapports. À chaque fois, c'est un vrai casse-tête. C'est vrai que quand on a des avis qui deviennent très larges avec des tas de préconisations, les préconisations les plus intéressantes peuvent être noyées. Le texte serait plus lisible, on le disait tout à l'heure, dans certains cas, s'il ne faisait que 20 pages avec 5 préconisations choc, plutôt qu'un texte de 45 pages avec 25 préconisations. C'est évident. Mais c'est les règles du jeu, ça sont les règles du jeu du Conseil et son mode de fonctionnement. Faire plaisir à tout le monde, mais surtout, ne déplaire à personne. C'est ce qu'il constate au moment d'écrire les recommandations. Tous les conseillers mettent alors leur grain de sel, et cela se joue au mot près. Les conseillers et les groupes sont très attentifs là-dessus, pour ne pas qu'il y ait une certaine ambiguïté ou qu'ensuite leur organisation ou les gens qu'ils représentent puissent leur dire vous avez soutenu cette préconisation, mais regardez ce que ça veut dire. Des rapports fourre-tout, aux recommandations trop floues, c'est ce qui exaspère le député Hervé Mariton. Ils sont mous, ils ne sont pas nécessairement à côté de la plaque. À la limite, ils ne prennent pas même le risque d'être à côté de la plaque. C'est mou, c'est la recherche du consensus, c'est en général pas idiot, parce que les gens qui les écrivent ne sont pas idiots. C'est des gens intelligents, c'est des gens de qualité, mais ça manque d'aspérité, ça manque d'originalité, ça manque dramatiquement ce dont la France a besoin, d'idées neuves. Manque de créativité et gouffre pour les finances publiques. D'autant que le Palais d'Iéna a 13 petits frères en région, les Césaires, qui comptent 2250 conseillers. Au total, ce vaste réseau d'experts coûte aux contribuables français plus de 100 millions d'euros par an.